Yves Genier, vous êtes journaliste économique à l'Hebdo et vous signez La fin du secret bancaire, qui est paru en novembre dernier aux presses polytechniques et universitaires romandes. Pourquoi signer ce livre maintenant alors que il y a eu des livres par nos confrères qui traitaient de la fin du secret bancaire, beaucoup de débats télévisés, beaucoup de couverture médiatique de cet épisode? Oui, ce livre raconte une histoire. Ça raconte une histoire d'une crise qui a duré 5 ans, qui n'est même pas d'ailleurs terminée, puisque le secret bancaire, dans sa forme, existe toujours, il est toujours applicable, il disparaîtra ces prochaines années, en 2018 au plus tard, en tout ce qui concerne les relations entre la Suisse et l'étranger. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que ce livre, contrairement à tous ceux qui sont parus au début de la crise, au moment où la digue, le rempart du secret bancaire a cédé, ce livre raconte non seulement cet épisode précis qui a justifié la publication de ses autres ouvrages, dont le vôtre, mais également toutes les étapes qui ont suivi et qui ont mobilisé l'attention du public suisse, qui a mobilisé une large place dans le débat helvétique. Ce livre est en fait une synthèse, un résumé, si on pourrait dire, d'un épisode extrêmement important de l'histoire de notre pays. Alors vous défendez l'idée que dans ce livre, c'est une analyse froide et une synthèse et que ce n'est pas un livre à thèse. Pourtant, on peut quand même dire que votre thèse, c'est bien que la Suisse est la première responsable de ce qui lui est arrivé. La responsabilité de la Suisse est évidente. La responsabilité première de la Suisse, je veux dire de la Suisse, de ses élites politiques et économiques, en particulier dans le secteur bancaire, est évidente. Mais c'est une thèse qui est construite sur la base des faits, tels que les éléments se sont déroulés, tels qu'ils apparaissent aujourd'hui à la lumière de leur caractère public, des témoignages qui m'ont été donnés par un certain nombre de ces acteurs. Cet ouvrage reflète véritablement l'essentiel de la connaissance que l'on a aujourd'hui du déroulement des faits. On peut attribuer la faute aux Américains, aux Britanniques, aux Français, aux autres Européens. On peut construire différentes excuses. L'analyse des faits et la recension des faits montrent que la première responsabilité est d'abord interne. D'accord, donc la Suisse est la première responsable de ce qui lui est arrivé dans le sens où elle n'a pas anticipé les attaques qui allaient venir, elle ne s'est pas adaptée à temps, les acteurs du secteur bancaire ont voulu s'accrocher, ainsi que nos dirigeants aussi aux droits souverains du pays, etc. Mais le livre évacue un peu, à mon sens, vous n'avez pas choisi de traiter l'aspect des intérêts commerciaux en jeu. Vous parlez même de complot lorsqu'il s'agit de dire qu'il y a eu des machinations anglo-saxonnes pour attaquer la Suisse. Dans votre introduction, vous parlez de théorie du complot. Or, ce n'est pas de théorie du complot du tout qu'il s'agit, mais d'intérêts commerciaux. Pourquoi ce livre ne veut pas traiter des intérêts commerciaux des grands États, ceux-là même qui attaquaient la Suisse, à agrandir leur place financière? N'est-ce pas réellement un débat qui devrait avoir, un débat commercial finalement, entre les places financières concurrentes qui veulent chacune prendre les parts de marché l'une de l'autre? Le résultat n'est-il pas que les pays anglo-saxons ont pris les parts de marché de la Suisse? Ce livre n'évacue absolument pas la question des intérêts commerciaux. Au contraire, il souligne le fait que cette question est évidemment l'un des éléments moteurs de cette crise. Bien entendu que la place financière britannique a toujours cherché à prendre des parts de marché à la place financière suisse, ou la place financière suisse a toujours cherché à prendre des parts de marché à ses concurrentes. Mais je pense qu'on ne peut pas ramener la question à ces simples faits. Ce n'est pas un binôme place de Londres contre place de la Suisse, contre place de New York, contre place de ceci et cela. Les institutions financières qui sont dans l'une ou l'autre place sont généralement présentes dans l'autre. Elles sont évidemment installées dans plusieurs endroits pour maximiser leurs avantages, les avantages qu'elles peuvent retirer à ceci ou à cela. Lorsque HSBC s'est installé en Suisse, c'était notamment pour bénéficier de la couverture du secret bancaire. Lorsque Pictet est à Londres, c'est pour bénéficier de la position internationale de la place de Londres en matière de gestion institutionnelle, et ainsi de suite. Donc les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Par contre, ce que ce livre a cherché à dénoncer, c'était de dire on ne peut pas ramener la pression internationale sur le secret bancaire à une simple question de concurrence entre places financières. Ah, donc ils étaient vraiment dans le juste et vous justifiez quelque part les attaques contre la Suisse
par un combat juste de la part de ces États-là. Bon, il y a deux aspects. Il y a les États qui avaient clairement beaucoup d'argent, comme la France, planqués en Suisse, et puis il y a les États qui sont des concurrents directs, comme l'Angleterre et les États-Unis. Mais là, je note votre phrase, effectivement, qui dit « On n'assassine pas un partenaire avec qui les affaires sont profitables ». Vous pensez à Londres et aux États-Unis, qui n'ont aucun intérêt à détruire la place financière suisse. Oui, mais quand vous avez des activités de secret bancaire en Suisse, les emplois sont en Suisse, les comptes sont ouverts en Suisse, c'est un centre de domiciliation. Si vous tuez la Suisse comme centre de domiciliation, les comptes vont se domicilier dans ces places-là. Elles vont à Luxembourg, elles vont à Londres, elles se domicilient dans ces places-là, et autour se génère une place financière plus forte avec des agents résidents, des prête-noms, des employés, des assistants, des gérants de comptes, etc. Et vous générez vraiment une dynamique de place financière beaucoup plus forte. C'est évident que si vous utilisez les structures de Jersey ou du Delaware, vous faites surtout gagner le Delaware, même si vous êtes une banque suisse. Donc maintenant, les banques suisses doivent utiliser les structures d'autres législations que les législations suisses. Est-ce que c'est exact ? Je pense que si les places financières étrangères avaient voulu, ou si les États étrangers comme les États-Unis ou le Royaume-Uni avaient voulu tuer la Suisse en tant que centre financier international, ils l'auraient déjà fait. Mais ils l'ont fait ? Non, ils ne l'ont pas fait, d'abord parce que la Suisse a gardé à peu près la même importance, la même part de marché international en matière de gestion de fortune, et elle a gardé à peu près le même volume d'affaires. C'est juste la part du secteur financier par rapport au PIB de la Suisse qui a diminué. Mais ça, ce n'est pas dû uniquement à la question du secret bancaire, c'est dû à la crise financière dans son ensemble. Ensuite, pour tuer une place financière, d'abord, tuer une place financière, ça a un coût. Pas seulement pour celui qui est mort, évidemment, mais aussi pour celui qui a actionné un certain nombre de forces et d'énergie pour tuer son concurrent. La finance, contrairement à d'autres secteurs d'activité, ce n'est pas un domaine dans lequel on tue un concurrent et on prend sa place. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La finance, on le sait, c'est un domaine, d'abord, c'est un secteur d'activité extrêmement interconnecté, la crise nous l'a montré. Si vous tuez l'un de ses principaux agents, vous affaiblissez l'ensemble. D'accord. Qui aujourd'hui va devenir vraiment celui qui capte la gestion de fortune privée transfrontalière? Parce que vous avez raison, Yves Genier. La masse sous gestion en Suisse est restée assez stable, il faut le dire. Mais si vous regardez la composition, vous verrez que sur 10 ans, les avoirs privés étrangers ont diminué de moitié et que toute l'augmentation est venue des avoirs institutionnels, qu'ils soient étrangers ou suisses. Pourquoi? Parce que, effectivement, et vous le dites dans le livre, énormément d'avoirs du deuxième pilier veulent se placer dans la sécurité, dans le franc suisse et être gérés par des banques suisses. Mais en termes de gestion transfrontalière, on est d'accord pour les avoirs privés que ce sont les juridictions anglo-saxonnes qui vont aujourd'hui capter grâce à leur structure ultra performante et confidentielle, il faut le dire, ces avoirs privés transfrontaliers. Mais c'est Hans Berg qui, au début des années 2000, dénonçait déjà que le secret bancaire était un oreiller de paresse pour la place financière. Tout simplement parce qu'il dénonçait le fait que la place financière n'avait pas su développer les instruments alternatifs au secret bancaire et s'appuyer exclusivement sur le secret bancaire pour bâtir sa fortune. Effectivement, aujourd'hui, les instruments principaux, les trusts, etc., sont d'essence anglo-saxonne, souvent sourcés dans le droit anglo-saxon, mais pas dans notre droit à nous, ce qui évidemment nous fait encourir certaines pertes de parts de marché. C'est la Suisse qui paye là une erreur historique qu'elle a commise il y a 10 ou 15 ans, lorsqu'elle n'a pas voulu adapter ou lorsqu'elle a eu la paresse d'adapter son propre cadre de travail à l'innovation financière, tout simplement parce qu'elle était à l'abri d'un refuge réglementaire. Donc pour vous, la Suisse aurait dû adopter les trusts et sociétés offshore, c'est-à-dire les structures anglo-saxonnes, de droit anglo-saxon, plus tôt, c'est ça si elle avait ratifié la Convention internationale de la Haye qui prévoit la reconnaissance internationale des trusts plus tôt, elle l'a fait en 2008, c'est clair qu'elle aurait peut-être pu consolider un certain nombre de positions. Je pense que l'argument essentiel n'est pas là. Je pense que l'argument essentiel, c'est que la Suisse n'a pas voulu voir, c'est pas qu'elle n'a pas vu, c'est qu'elle n'a pas voulu voir le changement de cadre international. À partir du milieu des années 90, la volonté des grands États est très claire. On ne veut plus de secrets bancaires qui permettent l'évasion fiscale sur une base institutionnalisée. Ça a été dit lors du sommet du G8, c'est encore le G8 de 1996, ça a été répété en 1998, ça a fait l'objet d'un certain nombre de négociations au début des années 2000 entre la Suisse et ses principaux partenaires européens et américains. Malgré tout cela,
La Suisse s'est enfermée dans un schéma qui disait le secret bancaire n'est pas négociable. Alors Yves Genier, ce cadre international, vous pensez qu'il s'applique de manière égale à tout le monde? Est-ce que vous pensez que l'échange automatique d'informations, même quand il s'appliquera à tous les pays, puisque c'est en voie d'arriver, est-ce que l'échange automatique, ce qui sera échangé comme information, sera égal? On dit que Londres aujourd'hui n'échange absolument rien de pertinent, puisque tous les noms qu'il donne sont des noms en fait de structures derrière lesquelles vous ne pouvez pas obtenir le bénéficiaire ultime du compte. Ensuite, vous savez très bien que quand l'OCDE ou les États-Unis ou l'Union européenne attaquent ou mettent sur liste grise, ils ne se mettent pas eux-mêmes sur ces listes grises. Est-ce que vous pensez que le marché de la gestion de fortune est différent du marché en général commercial, des échanges commerciaux? Les échanges commerciaux n'ont jamais été égaux. Pourquoi vous croyez que l'échange d'informations et l'application des interdits en matière de secret bancaire sont égaux? On sait très bien que les structures les plus opaques continuent d'exister aujourd'hui, et le The Economist en a parlé récemment. Il y a eu des enquêtes, les structures restent opaques aux États-Unis, en Angleterre et surtout en Asie, aujourd'hui, en Asie-Pacifique. Faut-il se réjouir que nos concurrents des places financières, États-Unis, Londres, Chine, Hong Kong, aient gagné cette guerre commerciale? Certainement pas. Aucune guerre commerciale n'est digne d'être perdue. Simplement, où la Suisse a évidemment une grande responsabilité, c'est qu'elle n'a pas su anticiper le changement à venir. Malgré l'accumulation des signes, malgré l'accumulation des indicateurs montrant qu'un changement allait dans cette direction, elle n'a pas voulu en tenir compte. Aujourd'hui, elle en paie le prix. Puisque vous êtes réticent à dire que la Suisse a été un bouc émissaire dans cette affaire et vous n'aimez pas ce raccourci en quelque sorte, pourquoi alors ne pas avoir proposé une perspective comparée qui montre les situations des différentes places financières? Est-ce que les autres avaient à gagner de la perte du secret bancaire en Suisse? D'abord, le cas suisse est déjà un cas suffisamment compliqué en tant que tel pour ne pas avoir à le disperser parmi des cas concernant l'Autriche, le Luxembourg, le Liechtenstein et d'autres. J'aurais évidemment pu parler du cas du Liechtenstein qui était un précurseur de la crise suisse, ce qui ne serait pas venu à l'avantage de la Suisse, puisque le Liechtenstein, suite à la toute première attaque faite par l'Allemagne en 2008, a très vite pris le problème par bras le corps. Elle a réglé de manière solide, durable, qui lui a permis de sauvegarder la plupart de ses parts de marché en dépit de la petite taille du pays et de sa faiblesse. La Suisse a effectivement été un bouc émissaire dans cette crise, tout simplement parce qu'elle a incarné l'évasion fiscale, le secret, à l'abri du secret bancaire. Il y a des décennies de littérature, de cinéma, d'études de tous ordres, de témoignages personnels qui le confirment et qui le consolident. Quand vous acquérez cette position, cette image internationale, fatalement, on vient vous attaquer sur cette image-là. Quand on sait qu'on incarne une image précise, on apprend à se défendre contre cette affaire. Et qu'est-ce que la Suisse a fait à cette époque? C'est répéter comme un mantra que le secret bancaire n'était pas négociable. C'est pas sérieux, c'est pas suffisant. Il faut construire des scénarios pour pallier à ça. Et c'est ce que la Suisse n'a pas su faire. Dans l'idéal, qu'est-ce que la Suisse aurait dû faire face à ces attaques surprises quand même, hein, parce que dans le fond, les Suisses croyaient qu'ils pratiquaient la même chose que tout le monde un petit peu, ce qui s'avérait un petit peu être le cas dans l'opacité ambiante internationale, et maintenant ils ne peuvent plus le faire. Alors comment ils auraient pu réagir de manière intelligente? Mais disons que si les élites suisses avaient pris, disons, des décisions sensées, elles auraient d'abord pratiqué ce qu'elles pratiquent dans la vie normale d'une entreprise ou dans la direction d'un pays, à savoir on construit des différents scénarios. Surtout lorsqu'on se sait attaquer sur un point important de sa vie nationale, de son économie nationale, etc. Ensuite, quand on construit des scénarios, évidemment on les garde secrets. On les publie uniquement au dernier moment. En l'occurrence, la Suisse, c'est pas ce qu'elle a fait, puisqu'elle a dû construire une espèce d'alternative qui s'appelle Rubik et qui est construite à la hâte, dans une espèce de bricolage. Et qui a échoué d'ailleurs 3 ans après. Ensuite, on cherche des alliances. Alors la Suisse s'est alliée avec d'autres pays, le Luxembourg, l'Autriche. Face aux États-Unis, au Royaume-Uni, à la Chine, ça ne fait pas le poids, tout simplement. Donc, lorsque les attaques se sont faites de manière sérieuse et violente, alors là, je vous l'accorde totalement, Madame Zaki, le 13 mars 2009 était une surprise pour tout le monde. Personne ne l'a anticipé, personne ne l'a vu venir, personne ne pouvait savoir que la Suisse allait effectivement céder sur le secret bancaire à ce moment-là. Par contre, on savait de manière générale que c'était menacé. Et donc la Suisse, plutôt que de s'allier avec le Luxembourg, ce qui n'était pas forcément une mauvaise alliance, le Luxembourg est un pays parfaitement honorable
est digne d'alliance. Elle aurait pu consolider son alliance avec le Royaume-Uni, avec lequel elle partageait des intérêts évidents. Et là, un binôme britannique-suisse aurait été pris beaucoup plus au sérieux face aux États-Unis, face à la France, face à l'Allemagne, qu'un binôme Suisse-Luxembourg. En conclusion, Yves Genier, quelle va être la place pour vous du secteur bancaire suisse dans un contexte où la pratique de l'offshore lui sera en quelque sorte refusée, enfin, elle ne va plus aller dans ce domaine, va continuer à pratiquer ses métiers bancaires transparents et l'asset management. Est-ce qu'elle doit rester complètement en dehors et oublier le fait qu'il existe une industrie offshore? Je rappelle qu'il y a près de 14 000 milliards en valeur de fortunes privées liquides et tangibles qui sont défiscalisées essentiellement grâce à des trusts et d'autres structures offshore anglo-saxonnes, et qu'il y a 1500 milliards de dollars blanchis chaque année selon les chiffres de l'ONU qui doivent bien quand même aller quelque part. Donc où sera la place de la Suisse dans tout ça? Alors, je n'ai pas de jugement moral sur cette affaire. On parle de business, on parle d'histoire, on parle maintenant de stratégie, de développement économique, étant attendu que l'industrie financière est une industrie parmi d'autres dans le secteur des services. Il y a un marché qui existe. La Suisse aurait tort de rester à l'écart. Malheureusement pour elle, la Suisse a perdu une occasion de défendre ses intérêts de manière efficace et surtout en prévision des changements à venir, donc elle doit se remettre à des structures et des organisations qui sont faites par d'autres. Cela dit, je constate aussi qu'en dépit de ces imperfections, la norme internationale d'échange automatique d'informations est une réalité. Elle va s'instaurer dans les années qui viennent. En 2018, en principe, elle sera applicable à peu près à toutes les économies développées. Donc une bonne partie de ces 14 000 milliards de dollars va se retrouver pris dans ces filets. Pas tout, bien entendu, mais une bonne partie. Et les banques suisses auraient tort de passer à côté de cette activité. Cela dit, la Suisse a retiré une première leçon fondamentale et cruciale à mes yeux et qu'elle pourra développer pour d'autres secteurs, à savoir qu'il ne faut pas sous-estimer le développement du cadre réglementaire international, surtout celui qu'elle ne maîtrise pas, parce qu'elle a vu maintenant ce qu'il lui en coûtait de rester à l'écart surtout de refuser la réalité. Et c'est stratégique pour elle avant tout dans le domaine des matières premières, dans le négoce des matières premières. C'est stratégique également pour elle dans toutes les activités de financement diverses et variées. On a vu aussi que le coût d'une non-application des règles étrangères peut se traduire aussi par des amendes extrêmement élevées. Alors là, pour le moment, c'est applicable aux États-Unis, mais ça pourrait très bien être étendu à l'Union européenne, voire pourquoi pas à l'avenir plus lointain à la Chine. Donc, en ayant renoncé à 1000 milliards d'avoirs offshore à peu près non déclarés, la Suisse redevient un pays fréquentable, elle sort des blacklists, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un prix certes élevé, mais c'est aussi le prix d'une erreur historique qu'elle a commise. Mais surtout, c'est le prix pour une réintégration totale. Et ce n'est pas seulement une question d'honorabilité, d'image internationale, etc. C'est aussi et surtout, c'est le plus important, de sa capacité à faire des affaires, à créer de la richesse, d'abord pour elle-même, pour ses entreprises, pour ses salariés, pour sa population. Et dans un concert des nations à nouveau reconstitué, dans lequel elle est de plein droit intégrée.